Merci Elodie. Alors oui, donc cette séance sur la fin de vie comme enjeu de santé publique, dimension éthique d'une question politique. Alors nous entendrons tout d'abord Marie Gaille. Donc Marie Gaille est directrice de recherche en philosophie au laboratoire Sciences, Philosophie, Histoire, Sphère. Donc une unité mixte de recherche CNRS, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est directrice adjointe de l'Institut des sciences humaines et sociales. Ses recherches portent sur l'histoire et le sens de la relation entre médecine, anthropologie et philosophie. Et donc aujourd'hui, elle explorera la dimension éthique de la fin de vie et éclairera la portée pour les politiques et santé publique. Et cette exploration se fondera sur une approche philosophique dans le contexte français. Tout de suite après l'intervention de Marie Gaille, nous entendrons donc Jean-Marie Robine, qui nous parlera aujourd'hui des longévités extrêmes. Donc Jean-Marie Robine est directeur de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'INSERM et à l'école pratique des hautes études, l'EPHE. Il est actuellement conseiller scientifique auprès de la direction de l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Donc ces travaux de recherche portent sur les limites et les caractéristiques de la longévité humaine avec l'objectif de comprendre les relations entre la santé et la longévité. Ces travaux tendent en particulier à mesurer l'impact de l'augmentation de la durée de vie des adultes sur l'état de santé fonctionnelle des personnes âgées, nonagénaires et centenaires. Donc tout de suite, nous allons donner la parole à Marie Gaille pour 25 à 30 minutes, puis nous enchaînerons ensuite sur la présentation de Jean-Marie Robine. Donc vous pouvez évidemment, comme l'a dit Elodie, poser vos questions dans le chat. Et Marie, c'est à toi. D'accord, merci. Alors, attendez, je finalise, comme je viens d'avoir la possibilité de partager l'écran, la mise en place. Est-ce que vous voyez une première page rose et bleue? On voit ton écran, ouais. Peut-être tu peux te mettre en mode diaporama maintenant et comme ça on l'aura en C'est bien ouais. comme ça? C'est nickel. Très bien. Ok, bon. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette rencontre, de faire en sorte que semaine après semaine, elle se déroule au mieux et nous permettent de construire la réflexion. Alors, je voudrais commencer en m'excusant un petit peu parce que initialement, j'avais proposé quelque chose d'un peu différent. Et je n'ai pas avancé aussi vite que j'aurais souhaité. Et effectivement, j'insisterai peut-être moins que je n'aurais voulu sur la diversité des parcours de vieillissement. Mais ce que je vais essayer donc aujourd'hui de faire, c'est de vous présenter une réflexion sur la fin de vie comme dans ses dimensions éthiques comme enjeu des politiques de santé publique. Alors, je présenterai donc ces éléments d'analyse en les réinscrivant dans un contexte particulier qui est le contexte français, on dira pas des 50 dernières, oui, des 50 dernières années, et avec donc comme objectif d'identifier et de caractériser la dimension éthique qui est présente dans ce contexte et de mettre en lumière peut-être des enjeux vraiment qui sont au devant de nous, qui sont les plus contemporains. Alors, dans cette présentation, en parlant d'éthique, je ne désignerai pas seulement une forme de questionnement qui engage un rapport à soi-même, hein, donc des questions que l'on se pose d'abord pour son propre comportement, ses propres décisions, ses propres choix, mais je le verrai comme une question aussi largement, voire plus aujourd'hui collective. Et j'envisagerai aussi, en fait, ce terme comme portant sur la détermination, ou en tout cas engageant une réflexion, pardon, sur la détermination de ce qui devrait ou non être en matière de fin de vie l'objet et la finalité de nos politiques. Donc, ça engage à la fois le sens que les actes à donner à ces politiques pour les acteurs concernés, mais aussi les institutions, etc., qui sont engagées dans les questions de fin de vie. Alors, évidemment, en proposant une telle réflexion, je
d'une certaine manière, je m'appuie ou je propose une approche assez contextualisante de l'éthique que d'aucuns pourraient caractériser de relative, hein, puisque j'inscris les choses dans un contexte particulier, dans une temporalité donnée, mais tout en étant effectivement philosophe et, selon l'expression de Lévi-Strauss, à la chasse des concepts éternels et universels. Néanmoins, dans le champ éthique, il me semble plus sage d'adopter une position un peu prudentielle et de reconnaître, avant de s'engager dans cette chasse aux universaux, que le questionnement historiquement se déplace, évolue, tout en butant sur certains noyaux durs. C'est une expression qu'avait employée le sociologue Patrick Farreau dans l'un de ses livres il y a une dizaine d'années. Donc des valeurs, des principes, des questionnements qui sont en fait récurrents et qu'une société retraverse au fil du temps. Donc je ne prendrai pas position sur la question de savoir si, dans l'analyse que je propose implicitement, d'une certaine manière, j'envisage l'éthique comme sur un mode relativiste, mais j'ai bien conscience que la question se pose. Alors, par contre, si je suis en diapo, oui, je vous proposerai un propos qui est organisé en 4 temps. Dans un premier temps, je reviendrai assez rapidement sur le passage en fait d'une discussion publique sur la fin de vie en France à la fin de vie comme enjeu de politique publique. Puis, je développerai un point sur la recherche, notamment en clinique et en sciences humaines et sociales, sur les enjeux éthiques relatifs à la fin de vie, puisque ce passage voilà, dans les dernières décennies, je dirais, de la fin de vie comme objet de discussion publique à un enjeu de politique publique, a fait apparaître un certain nombre de débats éthiques et on le verra, mais ces débats éthiques ont parfois été qualifiés de caricaturaux et il me semble important d'insister dans un deuxième temps sur ce que la recherche permet d'affiner et d'apporter de différent peut-être par rapport à des débats publics caricaturaux. Dans un troisième temps, j'en viendrai à l'examen de la notion d'accompagnement, qui voilà, est quand même extrêmement présente dans les réflexions éthiques sur la fin de vie, qui est reprise par des associations, des personnes, des structures, des entités qui n'avaient pas nécessairement la même position sur le curseur des positions éthiques de fin de vie il y a encore 20 ans. Et j'essaierai d'examiner si cette notion d'accompagnement, qui semble faire consensus en France aujourd'hui, marque la fin ou pas de la discussion éthique sur la fin de vie et peut devenir un peu le maître mot de nos politiques publiques, d'une certaine manière. Et puis, je conclurai plutôt d'ailleurs par la négative dans cette troisième partie, et ça m'amènera aussi à donc non seulement suggérer qu'il faut continuer par-delà l'usage de cette notion d'accompagnement à réfléchir sur ce qui fait tension, sur ce qui fait problème dans les décisions de fin de vie. Et j'essaierai aussi, donc, dans un dernier temps, de mettre en évidence, notamment en me référant aux théories du Caire et en particulier dans leur dernier développement, en tout cas dans le dernier ouvrage que Joan Tronto a proposé sur la démocratie caring, ce qu'elle appelle la démocratie caring, à la manière dont on peut pousser d'un cran un peu la réflexion éthique et aborder un problème qui finalement n'est pas si souvent abordé que cela et qui est celui des moyens appliquer, enfin, à donner, conférer aux politiques publiques sur la fin de vie et qu'on met en général dans une autre boîte que celle de l'éthique. Et je reviendrai un peu sur cette dichotomie en fait entre économie et éthique. Voilà. Alors, rapidement, dans un premier temps, ce qui me semblait important de rappeler, c'est cette espèce de glissement sur lequel on a peu de recul, mais qui est quand même très frappant, d'une discussion publique sur la fin de vie à la fin de vie comme objet de politique publique, puisque si on s'en tient donc encore une fois à l'histoire française, bon, dès les années, je ne vais pas revenir plus en arrière, mais on repère un certain nombre d'éléments de discussion dans l'entre-deux-guerres, au moment où émerge la structuration des services de réanimation dans les années 50 et les années 60, mais en tout cas, ce qui apparaît quand même de façon assez claire, c'est que depuis les années 70, par-delà ces éléments antérieurs, la fin de vie devient progressivement un objet de discussion publique, hein, au sens où Habermas a conçu l'espace public, et un sujet qui devient totalement incontournable à travers des prises de position dans la presse, la publication d'ouvrages, de premières réflexions législatives, etc.
que cette discussion sur la fin de vie dans l'espace public, elle engage une pluralité d'acteurs et d'instances de plus en plus au fil du temps. Et aujourd'hui, effectivement, on voit que c'est une discussion qui est orchestrée à la fois donc par des professionnels de santé qui vont prendre des positions publiques, des témoignages privés qui sont publiés ou qui font l'objet de films ou qui font l'objet de lettres publiques. On a également des institutions publiques, des corps indépendants du gouvernement, comme le Comité consultatif national d'éthique, etc., etc. Et donc, pour la recherche, ça implique effectivement d'aller chercher à une diversité de sources à la fois, disons, de positionnement dans l'espace public et notamment dans les médias, et puis dans une production de textes consultatifs la plupart du temps, produits par des institutions. Alors, ce qui est aussi marquant dans ce passage, donc cette émergence de la fin de vie comme l'objet d'une discussion publique à un objet de politique publique, c'est aussi, et en particulier dans ces 20 dernières années, que la réflexion a été ponctuée par ce qu'on a appelé, les sociologues ont appelé des affaires, qui ont été souvent des jalons judiciaires dans la réflexion, et jalons qui ont parfois, même a posteriori, on se rend compte, joué un rôle d'impulsion dans la réflexion législative. La réflexion législative et la mise en place de nouvelles lois sur la fin de vie. Et en tout cas, dans ces 50 dernières années, on peut dire que la fin de vie est devenue pleinement un objet de politique publique, et on le voit très clairement dans la petite frise chronologique que je propose ici, bon, qui ne porte que, donc pas du tout sur justement voilà, le versant prise de position publique, mais sur les jalons textuels ou législatifs qui ont ponctué notre réflexion en France ces 20 dernières années, avec à la fois des rapports qui ont fait date et qui ont donné, donc en particulier les premiers rapports, l'impulsion à l'organisation des soins palliatifs, et puis 3 lois, 2002, 2005, 2016, qui ont marqué l'intervention du gouvernement et du corps citoyen pour légiférer sur à la fois voilà, les droits des malades en fin de vie, mais aussi l'organisation des soins pour cette période particulière de la vie, et par ailleurs, effectivement, la mise en place d'un observatoire national de la fin de vie en 2010. Donc, on n'est pas du tout, contrairement à d'autres pays, une société et un organe législatif qui considère que la fin de vie est une affaire privée. Elle fait au contraire vraiment l'objet non seulement d'un encadrement législatif, mais aussi d'institutions qui donc produisent des connaissances au fil du temps, comme l'Observatoire national de la fin de vie, à destination de la société pour appréhender donc la réalité vécue par les personnes et les institutions de soins. Alors, dans ce parcours, je dirais, de la fin de vie comme sujet de discussion publique à un objet de politique publique, ce qui est très frappant également, c'est que la réflexion éthique a été dénoncée ces dernières années comme insuffisante. Alors, elle a été dénoncée comme insuffisante sur 2 plans. D'abord, et là je m'appuierai sur le travail de Catherine Guchet, qui est politiste dans le champ de la science politique justement, l'analyse des parcours des politiques qui organisent la fin de vie met en évidence qu'on a des normes de l'action publique qui sont assez complexes et pas nécessairement explicitées. Et ce que Catherine Guchet met très bien en évidence dans son article, c'est que la définition même de la fin de vie comme catégorie de l'action publique ne va pas du tout de soi, n'a rien d'évident. En fait, il n'y a pas vraiment de définition et il n'y a pas de reprise, en tout cas, ou de calque qui est fait sur l'appréhension que l'on se fait de la fin de vie en médecine. Et puis, surtout, ce qu'elle montre, ce qu'elle souligne, c'est que les orientations politiques semblent osciller entre des approches qui vont donner une forme très nationale en fait à l'organisation des parcours de fin de vie et une approche beaucoup plus ancrée dans les territoires. Donc pas avec ça veut dire concrètement pour les familles et les personnes, pas les mêmes acteurs, pas les mêmes interlocutions, etc. Et puis une oscillation entre une sorte de primat donné à
définition singulière, individuelle du parcours de fin de vie, et puis des structures, ce qu'elle appelle une structuration collective normalisée des parcours de fin de vie. Donc là, on voit bien que les politiques publiques et l'organisation des parcours de fin de vie et des institutions de soins qui les accompagnent n'ont pas nécessairement une assise normative ni très cohérente de son point de vue, ni très explicitée. Et l'autre source, je dirais, de dénonciation qui a été à l'égard de la réflexion éthique, de son niveau, de sa qualité, etc., qui a été faite, et ben, elle a été énoncée par des personnes qui se sont fortement engagées dans le débat éthique sur la fin de vie et la promotion de la fin de vie comme un objet de politique publique. Et je pense notamment à Didier Sicard, dont je cite ici un passage, qui a été le rapporteur du rapport commandé par François Hollande au début des années 2010 et qui a été aussi joué un rôle majeur dans la saisine du CCNE, la dernière saisine du CCNE sur la fin de vie à ce sujet. Dans un article qu'il a publié en 2018, il explique en fait qu'il a vécu une sorte de transformation depuis les années 60 à propos de la fin de vie assez radicale, donc en passant d'une époque où c'était un sujet exclusivement discuté par les médecins et absolument pas dont la société s'était absolument pas emparée, à une époque où au contraire le sujet est partagé publiquement, mais dans cette transformation, en fait, il n'y a pas eu, selon lui, de progrès de la réflexion éthique, et au contraire, il dit même qu'il y a un rideau de fumée constitué par l'opposition entre les partisans et les opposants de l'euthanasie, au sens d'un geste létal actif, qui dissimule les véritables enjeux éthiques de la discussion. Voilà, alors rapidement, donc, ce tableau un peu de brossé, ce que je voulais souligner, et peut-être pour non pas remettre en cause cette critique de l'insuffisance du débat éthique, mais pour la nuancer quand même, c'est indiquer que tant dans la recherche clinique au chevet du patient que dans la recherche en sciences humaines et sociales, depuis une vingtaine d'années, il y a une recherche qui a émergé sur les situations de fin de vie, sur la manière dont elles sont prises en charge. Et je dirais qu'il y a deux lignes structurantes qui sont particulièrement visibles dans cette recherche. J'ai fait, évidemment, alors, je ne prétends pas une recherche exhaustive, mais en tout cas une recherche bibliographique tant du côté des corpus SHS que du côté des corpus en recherche clinique. Et je dirais qu'il y a en tout cas deux lignes de force qui se dégagent. D'une part, la volonté est d'éclairer la situation de groupes de populations particulièrement vulnérables en fin de vie, et donc une réflexion éthique qui va s'attacher à mettre la lumière sur ces groupes de populations jugées particulièrement vulnérables, et puis d'autre part, toute une investigation de décisions médicales qualifiées par ceux qui les prennent ou ceux qui en sont témoins de difficiles ou de complexes, pour analyser leur soubassement éthique. Alors, en particulier, donc, quant aux groupes de population particulièrement vulnérables, on a toute une recherche qui s'est développée, là je ne citerai pas de référence, mais je pourrais les mettre dans le PowerPoint plus tard, sur les personnes majeures sous tutelle, des personnes en situation de handicap, et des prisonniers et les personnes qui sont emprisonnées. Donc à chaque fois, il y a évidemment des situations extrêmement spécifiques, mais pour ne citer que l'exemple des personnes majeures sous tutelle, aujourd'hui, selon la loi, et c'était déjà le cas avant la loi Claes-Leonetti, il convient de rechercher la volonté du majeur sous tutelle. Reste que, et c'est ce qui provoque effectivement un questionnement et une tension éthique qui n'est pas évidente à solder même au cas par cas, le majeur sous tutelle ne peut consentir tout seul. Donc, voilà, comment fait-on pour à la fois respecter la volonté du majeur sous tutelle et respecter le fait qu'il ne peut consentir seul, hein. Quel est l'équilibre, le juste équilibre entre le respect de son autonomie et le respect de ce principe de l'assistante du majeur sous tutelle qui fait qu'il ne peut consentir seul. On a des situations de fin de vie très compliquées, en particulier lorsque ces personnes majeures sous tutelle souffrent de dégénérescence cognitive et ne sont pas nécessairement à même donc d'exprimer ne serait-ce que leur volonté au moment où on la leur demande, même s'ils ne peuvent pas prendre une décision et consentir seuls. Sur l'autre versant, investiguer
distinguer des décisions médicales qualifiées de difficiles ou de complexes, je dirais qu'il y a des points d'attention en particulier, mais qui vont dans des directions extrêmement différentes. Bon, quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup intéressée et qui est prégnant, à mon sens, dans les décisions de fin de vie, dans un certain nombre de décisions de fin de vie, en tout cas, c'est l'intervention d'une réflexion sur l'idée de vie qui vaut d'être vécue, la valeur de la vie, hein, qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à vivre ou pas, qu'on va adhérer à la représentation d'un souhait de fin de vie, d'une demande d'aide à mourir. Ensuite, ce qui a été aussi très discuté, c'est le poids de la temporalité sur la décision, qui va être très variable selon le service de prise en charge, et notamment, il y a un certain nombre de travaux qui pointent la difficulté en fait, à organiser même une réflexion éthique quand le temps, la temporalité de la spécialité médicale ne semble pas le permettre, hein. Et donc, il y a un certain nombre de travaux sur les urgences, où il y a quand même un certain nombre de décès chaque année en France. Il y a aussi une problématique particulière autour de la fin de vie des enfants. Comment celle-ci est organisée, quelle est la place des proches, est-ce que les services sont formés pour cela, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux enfants, etc. Et puis, il y a eu un débat qui est bien connu, hein, sur les modalités de la prise de décision, qui a fait donc l'objet de la loi de 2002 en France, et puis des lois successives sur la fin de vie spécifiquement, qui ont introduit le principe de la collégialité, mais avec un questionnement qui, dans tel ou tel cadre juridique, perdure, pour savoir en quoi telle ou telle forme de collégialité permet au moins d'avoir une instruction éthique de certaines questions, et est-ce que cette collégialité implique la relation aux proches? Oui, non, pourquoi et jusqu'à quelle fin? Donc, vous voyez, voilà, encore une fois, ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais il y a eu tout un ensemble d'investigations pour essayer d'éclairer la complexité, la difficulté de certaines décisions médicales en lien avec donc des conceptions de la valeur de la vie, des aspects qui paraissent organisationnels, mais qui en fait ont un poids éthique important, et puis des âges de la vie pour lesquels l'idée de fin de vie est peut-être particulière à appréhender, comme l'âge de l'enfance. Alors, j'avance, oui, vers ma troisième partie pour souligner que à l'intérieur, donc que l'accompagnement en fait est apparu, me semble-t-il, dans le courant des années 2000 comme une notion qui, d'une certaine manière, a été reprise dans une production en sciences humaines et sociales, mais aussi une production de textes à caractère institutionnel, et dans des discours qui accompagnent de justification, hein, des discours qui accompagnent des prises de décision politiques, comme une notion qui serait capable finalement de réconcilier un certain nombre de positions antagonistes sur la fin de vie, et notamment ceux qui s'opposaient sur la question de l'euthanasie. Alors, en fait, c'est une notion, cette notion d'accompagnement dont il conviendrait de faire l'histoire en profondeur, mais en tout cas, depuis une vingtaine d'années, ce qui apparaît, c'est qu'elle elle a surgi dans les usages, donc encore une fois à différents niveaux, dans différents domaines de la vie, pas seulement médicaux, hein, aussi scolaires et sociaux, et dans le domaine médical stricto sensu, en particulier aux extrémités de la vie, c'est-à-dire au moment des projets de procréation et au moment de la fin de vie. Alors, philosophiquement parlant, c'est une terminologie, celle de l'accompagnement, qui est en consonance ou qui va très bien avec des éthiques de la vulnérabilité ou des éthiques de la sollicitude, qui s'opposent en général, et on le voit très bien à travers les travaux de Corinne Pelluchon, hein, dans ses différents ouvrages, qui s'opposent à l'idée et à la défense de la mort choisie. Mais ça, c'est un premier temps. Comme je le disais, néanmoins, à partir des années 2010, la notion va plutôt être utilisée pour essayer de recouvrir les désaccords et d'obtenir une sorte de consensus, et en particulier peut-être un consensus autour du fait qu'il faut chercher à reconnaître l'autonomie décisionnelle de l'individu sans nécessairement non plus rompre avec certains principes. Donc, c'est la recherche d'un équilibre qui n'est pas nécessairement facile, mais qui semble essayer, voilà, de faire un peu la part des choses.
on va promouvoir un certain nombre de valeurs dans la manière dont on conçoit l'accompagnement en fin de vie, mais on va aussi, et donc ne pas dire oui à toutes les demandes, mais on va aussi chercher à reconnaître l'autonomie de la personne, hein, comme je disais dans la citation qui précède, hein, c'est vraiment cette idée-là, hein, la popularité du mot accompagnement renvoie à une forme de rejet de la prise en charge. On ne veut plus faire les choses à la place de la personne, mais on veut lui permettre d'exercer un contrôle plus grand sur sa vie, la soutenir dans ses efforts, etc. Donc il y a cette idée de recherche d'un équilibre. Et c'est un terme qui, de fait, notamment dans les textes produits autour de la demande de François Hollande, hein, dans la première partie des années 2010, a joué un rôle tout à fait phare, hein, un peu d'emblème de cette recherche d'une prise en considération de l'autonomie et de certaines valeurs promues par la société française dans les formes admissibles moralement de la fin de vie. Mais on voit quand même que ce consensus a des limites et que la demande d'accompagnement d'un patient qui serait celle d'un geste létal par les professionnels de santé à l'hôpital ou à domicile par ses proches reste ce qu'on pourrait appeler un point de butée, c'est-à-dire une difficulté. Et par exemple, Véronique Fournier, qui a dirigé le centre d'éthique clinique et publié en 2015 un ouvrage, conclut sur ce point de butée sa réflexion en disant voilà, c'est le problème qui n'est pas encore traité et abordé de son point de vue dans l'accompagnement de la fin de vie. Et c'est un consensus qui a ses limites aussi, parce que à côté de cela, il y a une partie des travaux en sciences humaines et sociales, et je dirais notamment en anthropologie ou en sociologie, qui, dans le sillage des travaux de Michel Castrat, vont, y compris donc très récemment, poursuivre l'analyse de la littérature palliative et de certaines pratiques en soins palliatifs, comme je reprends l'expression de Anne-Sophie Heringer, qui est une anthropologue, donc une littérature palliative qui, selon elle, continue à défendre une conception moralement très exigeante de la personne, en en lui demandant de continuer à mener jusqu'au bout son parcours, hein, et à affronter la perspective de sa mort, tout en étant accompagné par les soins palliatifs. Donc voilà, je dirais que l'accompagnement a pu être perçu comme une sorte de terme pont, de terme réconciliateur sur lequel la société française pourrait s'appuyer pour dire, bah voilà, on a une politique consensuelle sur le plan éthique de gestion de la fin de vie, que ce soit à domicile ou en institution, mais on voit bien que la question du geste létal qui est demandé par quelques patients demeure un point problématique et que par ailleurs, je dirais que le débat qui existe sur les soins palliatifs depuis le début des années 2000, sur la manière dont ils promeuvent ou pas dans leur littérature, sinon dans leur pratique, une conception de la bonne mort, hein, pour reprendre l'expression de Michel Castrat, perdure dans les analyses les plus récentes. Donc je dirais que le débat éthique n'est pas clos et que cette notion d'accompagnement ne permet pas de tout régler. Et pour finir, un dernier point qui sera bref, je voulais souligner qu'au-delà de ce débat, hein, qui n'est pas clos à mon sens par rapport à ce que peut nous apporter la notion d'accompagnement, il me semble que la discussion éthique est d'autant moins close en France qu'il me paraît nécessaire en fait de poser sur le plan éthique la question des moyens des politiques de fin de vie. Alors, pendant très longtemps, j'ai lu un texte d'Amartya Sen sur l'économie morale qui soulignait la nécessité de ne pas exclure de la réflexion morale ou éthique, bon, on ne va pas discuter du choix du terme, mais en tout cas de la réflexion morale, les aspects économiques, sans vraiment nécessairement bien comprendre ce que ça signifiait, ni les implications de ce que ça a. Et peut-être que tout récemment, le livre auquel je vais faire allusion de Joanne Tronto, donc une philosophe américaine qui s'appelle Caring Democracy, Markets, Equality and Justice, qui a été publié en 2013, m'a aidé à cela, c'est-à-dire à trouver un cadre où finalement la question des moyens ne devient pas une question externe à la réflexion éthique, mais complètement interne à celle-ci. Alors, pourquoi je trouve ça effectivement alors, en fait, ce que défend
de façon générale Joan Tronto dans son ouvrage, c'est l'idée que une éthique du care, bon, ça elle le défend depuis toujours d'une certaine manière dans ses premiers ouvrages, hein, n'est pas l'affaire de disposition morale, voire pas prioritairement l'affaire de disposition morale individuelle, mais qu'elle est aussi une question d'organisation politique. Et à partir de là, effectivement, on peut avancer la question de savoir exactement comment qualifier l'offre de soins en matière de fin de vie, même si, voilà, et est-ce qu'elle est suffisamment étayée pour répondre aux finalités qu'elle se donne d'un accompagnement de la fin de vie aujourd'hui. Et ce que souligne aussi Joan Tronto dans son livre, qui me paraît particulièrement précieux ici, c'est qu'au-delà de cette question générale, ce à quoi aujourd'hui il faut s'intéresser particulièrement pour voir si l'on a affaire véritablement à des démocraties qui cherchent à répondre à un critère du care ou du bon soin, on va dire, c'est de savoir comment sont enchâssées les actions et les décisions du niveau le plus micro au niveau le plus macro et institutionnel. Et en fait, ce qu'elle montre bien à travers des exemples empruntés au champ de la santé ou à d'autres champs, c'est comment des décisions micro qui vont donc a priori spontanément nous apparaître comme des décisions, je dirais, privées, personnelles, individuelles, sont en fait pris dans un réseau, une toile d'araignée de décisions qui remontent jusqu'aux politiques, qui décident même de la place accordée au micro, hein, et des moyens qui lui sont donnés. Et cette question, en fait, de cet enchâssement des actions, des décisions, de l'articulation entre micro et macro, elle est particulièrement importante, je pense, pour les questions de fin de vie. C'est quelque chose qu'a bien mis Ruud Termelen, un collègue philosophe hollandais, en évidence dans son ouvrage sur Solidarity and Justice in Healthcare, à propos de la situation des personnes âgées et de la fin de vie en Hollande. C'est quelque chose, à mon avis, qu'on peut reconduire ici, y compris pour analyser. Oui. Je vous entends pas. Oui, Élodie, non, j'entends pas. Non, je crois que c'est. Ouais, non, c'est Ah bon, bon, pardon. je dis rien. Moi, je Ouais, pensais ouais. que tu avais été le faire. Je sais pas si J'ai bien quelqu'un a pris compris. la parole, mais Voilà. je crois pas. Vas-y, continue. Donc, oui, ce que je disais, c'était que c'était quelque chose qui me paraissait très important parce qu'on a en plus cette idée, cette représentation que aujourd'hui, et ce chiffre, hein, qui circule de fait d'environ entre 70 et 75% de personnes qui meurent à l'hôpital. Et donc, on pourrait se dire, c'est d'abord une affaire de l'hôpital. En fait, ce qu'a très bien monté une étude à laquelle, je crois, a participé Sophie Pennec, que je pourrais pareil citer dans mes références bibliographiques, c'est que les derniers mois de la vie, ils se passent souvent dans des allées et venues entre la maison et l'hôpital, et que on est loin de mourir de façon si massive à l'hôpital, au sens où on peut s'engager dans une dernière période de fin de vie qui va être en fait en partie à la maison, en partie à l'hôpital, et faite d'aller-retour. Donc, la question de l'articulation du care privé et des politiques publiques de la fin de vie, ici, elle est tout à fait centrale. Voilà. Et donc, je terminerai sur cette question. Ah bah non, oui. Pardon, excusez-moi. Je terminerai sur la question que j'ai indiquée là, voilà, en rose dans ma dernière diapo, et qui est un peu voilà, une façon de répondre c'est une question qui a une réponse, à mon sens, encore un peu négative aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense que les politiques publiques de la fin de vie en France n'ont pas encore, même si là je le pose sous forme interrogative, tout à fait les moyens de la finalité qu'elles se sont données, c'est-à-dire d'être vraiment des politiques d'accompagnement de la fin de vie, et que tant qu'on continue à faire de la question des moyens finalement une question extérieure à la réflexion éthique et au sens d'une éthique collective, hein, d'une éthique qui se traduit par des choix politiques, eh bien, on aura toujours beau jeu de dénoncer que les choses ne marchent pas bien, mais en réinsérant, je pense, la question des moyens dans une réflexion d'éthique collective, on peut la mettre beaucoup plus au premier plan qu'elle ne l'est, et ne pas considérer qu'on n'a pas du tout la main sur cette question des moyens et de leur déploiement, notamment donc pour cette articulation entre care privé et care public ou care institutionnel. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Marie. Je propose qu'on donne tout de suite la parole à Jean-Marie Robine, et puis on prendra toutes les questions à la fin, si ça vous convient. Jean-Marie, à toi la parole. On peut partager ton écran.
Merci. Ça ne sera plus qu'à allumer ton micro, Jean-Marie, et ça sera tout bon. Voilà, il y a mon micro et j'aimerais pousser, faire un peu le ménage sur mon écran des choses à vous. Je voudrais pas vous voir en fait. Mais est-ce que… non, je ne veux pas quitter la réunion. Bon, je ne sais pas comment je peux faire pour vous faire disparaître, c'est pas grave. Bon, donc en fait, moi j'ai plein de questions à poser à Marie, mais ça ne fait pas partie de, je crois, de mon rôle. Je me posais la question avant de savoir comment allaient se combiner deux exposés, un aussi philosophique, un autre aussi, on va dire numérique. Je ne sais pas comment le qualifier, mais en fait, je pense, j'espère, mais je suis à peu près sûr que ça va marcher. Donc, ben, moi, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas débloqué. Est-ce que ça marche? Moi, il suffit de cliquer un coup sur ton écran et normalement, ça va faire défiler tes Oui. Dans la répétition, ah voilà, je pense que c'est bon. C'est Voilà. bon? Ouais. Oui, c'est bon. Donc, en fait, dans le champ très large sur lequel moi j'interviens, c'est à la fois de la biologie, de l'épidémiologie, de la démographie des personnes très âgées, médecine, enfin, tout ce qu'on veut. Il y a dans le champ seulement deux grands articles qui ont structuré depuis les années 80 et on n'a pas été capable de les remplacer. Le premier, c'est celui de James Fries sur la compression de la morbidité, publié dans le New England Journal of Medicine en 2001, je crois. Non, en 1980, pardon. Et puis, le second, c'est l'article de Rove et Kahn dans Science, publié en 2007, et sur le modèle du vieillissement réussi. Et en fait, avec le premier papier, celui de James Fries, on a tous découvert la rectangularisation de la courbe de survie que je vous montre là, c'est-à-dire qu'au cours du temps, ben, la courbe de survie est censée se rectangulariser de façon quasi parfaite avec la suppression de toutes les maladies. Personne ne devrait décéder avant 73 ans ou 3% de la population. Et tous les décès devraient avoir eu lieu avant 100 ans, avec en moyenne une durée de vie de 85 ans pour chacun. Ça, c'était le modèle de la survie idéale vers lequel on tendait, mais qu'on n'atteindrait jamais. C'était vraiment l'inatteignable. Et ça, c'est ce qu'on pensait dans les années 1980. Et donc, le rôle de la gériatrie ou de la gérontologie, c'était d'avoir la même révolution au niveau de ce qui était appelé non pas la durée de vie, mais la health span, c'est-à-dire la durée de vie en santé, et de repousser le plus près possible de 85 ans l'apparition des maladies chroniques, de l'incapacité, pour que tout le monde vive ses 85 années de vie en bonne santé. Et c'est ça la théorie du successful aging, publiée dans Science en 1987. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres théories. Alors, tout ça, ça s'est mis en place finalement, pas tout à fait en absence de données, mais James Fries avait des données qui allaient jusqu'à l'âge de 70 ou 75 ans, hein, même pour l'année 1900. Et donc aujourd'hui, on peut regarder, en particulier en utilisant les données qu'on a en France, on peut regarder ce qui s'est passé réellement, car bon, nous, on a la chance en France d'avoir des données de qualité depuis 1816, donc ça nous donne une profondeur historique, et surtout, c'est plus important, depuis quelques années, on accède à toutes ces données sans censure d'âge. Avant, ces données, elles étaient quelque part dans les archives, mais on l'avait que sous forme de tableaux statistiques, et jusqu'à très récemment, en fait, les tableaux s'arrêtaient avec un dernier groupe d'âge qui était les 65 ans et plus, donc on n'avait pas beaucoup de détails sur ce qui se passait aux âges élevés. Et aujourd'hui, on peut reprendre les mêmes données et avec un grand détail d'âge jusqu'à peu près jusqu'à 110 ans en règle générale. Et donc ici, toutes les données que je vous montre sont des données factuelles, empiriques, sans aucune modélisation, sans aucune censure d'âge. Donc ça, c'est effectivement la courbe de survie des femmes françaises en 1900. Ça correspond tout à fait à celle de James Fries. Là, il ne s'est pas trop trompé. Pas trop. Et puis, voilà la courbe française de 1980, au moment où il publie sa théorie. Et puis, la courbe, voilà ce qu'elle est devenue en 2016, donc il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on peut voir tout de suite que
la courbe ne se rectangularise pas, en fait. Bon, il y a un effet mécanique avec la disparition de la mortalité infantile qui donne l'impression que la courbe se rectangularise. Mais en fait, en 1900, il y avait quasiment plus de survivants à 95 ans. Il y avait 2 fêtes en 1980, pratiquement pas de survivants à 100 ans. Et aujourd'hui, il faut attendre entre 105 et 110 ans pour retrouver l'absence de survivants. Alors, cette augmentation de la longévité des adultes, on peut la mesurer à travers différents indicateurs. Ça, c'est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est l'augmentation de l'espérance de vie en France. Et là, depuis 1816, depuis qu'on a des bonnes statistiques, et aujourd'hui, on peut refaire des calculs sans aucune censure, et on voit qu'en fait, pendant tout le 19e siècle, il n'y a pas eu de variation dans l'espérance de vie en France qui était de 40 ans. Une autre façon de le voir, c'est de regarder quel est l'âge le plus fréquent au décès. Et en fait, traditionnellement, toujours au 19e siècle, cet âge le plus fréquent au décès, c'était d'environ un peu plus de 70 ans, entre 70 et 75 ans. Et on voit que les deux courbes, l'espérance de vie et l'âge le plus fréquent au décès, finalement, n'ont pas du tout évolué de la même façon. Actuellement, oui, ils augmentent de façon parallèle. C'est intéressant de voir que l'âge le plus fréquent au décès, donc c'est celui qui devrait être 85 ans, hein, d'après la théorie de James Rees, valeur qu'on ne pourrait jamais atteindre, est en France déjà, depuis quelques années, supérieur à 90 ans. Et puis, ce qu'on peut regarder aussi, c'est essayer de chercher un indicateur pour approcher les âges limites, les âges, les valeurs extrêmes de la longévité en France. Alors, dans mon équipe, on a beaucoup travaillé sur cette question, on a cherché plein d'indicateurs possibles, et finalement, celui qu'on a retenu, c'est de regarder à chaque année quel est l'âge le plus élevé au sein de la population où il reste suffisamment d'individus pour au moins encore produire 30 décès dans l'année. Alors, en 1816, il y a à peu près une soixantaine d'individus encore survivants à l'âge de 100 ans, de 99 ans exactement, qui produisent au moins 30 décès, pratiquement un taux de mortalité de 50%. Et si vous regardez cet indicateur, vous voyez qu'en fait, en France, il n'y a eu strictement aucune variation dans l'indicateur empirique des limites de la longévité, c'est-à-dire l'âge qu'on peut atteindre dans la population, où il y a encore 30 personnes qui vont mourir. Et vous voyez que cet âge a tourné autour de 99 ans, plus ou moins un an. De temps en temps, il était à 100 ans, de temps en temps, il était à 98 ans, mais il n'y a strictement aucune fluctuation. Et puis, brutalement, après la Seconde Guerre mondiale, cet âge va se mettre à augmenter de façon tout à fait linéaire et aujourd'hui, il atteint 109 ans, c'est-à-dire qu'en l'espace de 70 ans, cet âge a augmenté de 10 ans. Donc, on a clairement deux grandes périodes. On a une première période où il n'y a aucun changement dans l'indicateur statistique qu'on peut avoir des limites de la longévité humaine, c'est de l'ordre de 100 ans. Et puis, cette limite, qui n'en est pas une en fait, se met à bouger à partir de 1946 et là, elle va augmenter de façon strictement linéaire et apparemment sans aucun signe de ralentissement pour les dernières années. Alors, on peut se poser la question, quelle est la relation entre cet indicateur des durées de vie, de la limite de la longévité et effectivement l'âge maximum enregistré au décès chaque année. Et l'âge maximum enregistré au décès chaque année, c'est cette courbe-là qui est en marron. Alors, elle provient finalement de tableaux publiés, donc on ne peut pas retourner à l'information originale pour le marron clair. Et pour le marron foncé, vous voyez, depuis à peu près 1987, ce sont des données qui sont sur des ordinateurs. Et là, on peut retourner sur les enregistrements individuels et vérifier l'information. Et puis en bleu, c'est l'indicateur, vous voyez, qui ne varie pas de 99 ans, plus ou moins un an, de 1816 à 1946, et puis après qui se met à augmenter de façon linéaire. Alors, quelle relation entre l'indicateur statistique et cette durée de vie individuelle, hein, il n'y a qu'une personne qui est la plus âgée à mourir chaque année. Eh bien, alors là, vous le voyez avec Jeanne Calment et sans Jeanne Calment. C'est intéressant parce qu'on voit que Jeanne Calment est finalement un outsider
au sein même de la population des individus qui sont les plus âgés chaque année à décéder. Mais si on se pose cette question plus générale de quelle est la distance entre l'indicateur et la valeur extrême ultime, on peut voir que c'est plus ou moins 7 ans. Et vous voyez qu'il y a cette distribution, ce n'est pas une distribution normale parfaite, mais on s'y approche, c'est une distribution en cloche et on voit bien que la valeur extrême, c'est finalement une valeur aléatoire qui prend cette distribution tout à fait attendue. En règle générale, la valeur extrême est à 7 années de l'indicateur de la limite, mais de temps en temps, vous voyez, rarement, mais de temps en temps, c'est seulement à 1 ou 2 années, et de temps en temps, c'est à 10 ou 11 années, et puis dans le cas exceptionnel de Jeanne Calment, c'est à 16 années. Alors, ça signifie qu'en fait, on survit de plus en plus, et ça c'est important, là je fais une distinction, et on survit de plus en plus longtemps. Alors, je vais vous montrer 4 probabilités de survie. La première, c'est la probabilité de passer de la naissance à l'âge de 20 ans. Et donc, quand on commence à avoir ces données statistiques de qualité, en 1816, vous voyez qu'à peu près, alors c'est pour 100 000 chaque fois à la naissance, donc on peut dire en pourcentage, vous voyez qu'il y a à peu près 65% des enfants qui naissent vont fêter leur 20e anniversaire. Et puis aujourd'hui, en 2016, 200 ans plus tard, ben c'est 99,5, donc c'est 995 enfants qui naissent vont fêter leur 20e anniversaire. Et ce changement, donc il n'y a plus aucun gain en termes d'espérance de vie à faire, ce changement, il a majoritairement lieu après la guerre de 1870 et avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment l'affaire du début du XXe siècle. Quand on regarde quelle est la probabilité pour les gens qui ont fêté leur 20e anniversaire d'aller fêter leur 50e anniversaire, eh ben, on voit que c'est à peu près la même chose. En 1876, les jeunes âgés de 20 ans avaient 70% de chances de fêter leurs 50 ans. Et puis, c'est après la guerre de 70 que cette probabilité va très fortement augmenter. Et en 1946, donc au lendemain de la Deuxième Guerre, eh bien, environ 93% des jeunes âgés de 20 ans vont fêter leur 50e anniversaire. Donc, le gros du changement, là aussi, concerne la période qui va de 1870 à 1946. Quand on regarde ensuite quelles sont les probabilités pour les adultes de 50 ans de fêter l'âge de 70 ans, on va voir que finalement, ce n'est pas si différent que ça. Il faut attendre un petit peu plus longtemps. C'est franchement au début du XXe siècle que cette probabilité, qui n'est que de 50% en 1816. Hein. En 1816, seulement la moitié des individus qui sont âgés de 5 ans vont fêter leur 70e anniversaire. Mais le gros de l'augmentation va se produire entre 1900 et, on va dire, et les années 1970-1980. Et il faut attendre effectivement la fin de la période pour voir 90% des gens âgés de 50 ans qui vont fêter leur 70e anniversaire. Mais on voit que globalement, pour ces 3 grandes tranches de vie, de 0 à 20 ans, de 20 à 50 ans ou de 50 à 70 ans, les grands changements dans les probabilités de survie, c'est l'affaire du XXe siècle et surtout du début du XXe siècle. Après, maintenant, on va regarder quelles sont les probabilités de survivre de son 70e anniversaire à l'âge de 90 ans. Et là, je vais agrandir juste sur cette courbe, on voit qu'il y a un changement majeur parce que, en fait, tout se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on le voit très clairement parce que si on fait ce trait, cette coupure, on peut voir que, en fait, la probabilité pour quelqu'un âgé de 70 ans d'atteindre l'âge de 90 ans n'est que de 5% en 1816 et que ça ne varie absolument pas jusqu'en 1946. En 1946, on retrouve cette même valeur de 5%. Il y a des fluctuations parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises années, mais vous voyez, on est entre 5 et 7, maximum 8%, ont des chances d'atteindre l'âge de 90 ans. Or, depuis 1946, on voit cette augmentation absolument phénoménale et aujourd'hui, environ 50% des gens âgés de 70 ans vont fêter leur 90e anniversaire.
Et on voit là aussi qu'il n'y a aucune tendance à un ralentissement au cours des dernières années. Il y a même plutôt une accélération à partir des années 90. Et on voit bien que là, il reste une grande marge de manœuvre, puisque seulement la moitié des gens âgés de 90 ans âgés de 70 ans fêtent leur 90e anniversaire. Il y a de la marge. Effectivement, dans les années qui viennent, il y aura pratiquement 2 fois plus de personnes qui, en théorie, pourraient fêter leur 90e anniversaire. Donc, c'est là qu'on a de la place. C'est là que c'est techniquement possible d'augmenter finalement la population et pas dans les âges avant 70 ans, puisque presque tout le monde survit jusqu'à cet âge-là. Donc, de fait, on a de plus en plus de personnes très âgées dans la population. Alors, vu le temps, je vais aller très vite et je vais juste me concentrer sur la population des centenaires. Et on voit que effectivement, bon, bah alors, je montre même pas le 19e siècle. On voit bien que pendant une très grande partie du 20e siècle, on a entre 50 et 100 centenaires qui vivent en France. Il faut attendre les années 50, 1950, pour qu'on ait une première augmentation après-guerre et qu'on arrive à environ 200 centenaires en France. Et à partir de ce moment-là, le nombre des centenaires va vraiment doubler tous les 10 ans. Là, on a une vraie augmentation exponentielle. Et ça, jusqu'en 2010, de 1950 à 2010. Donc, on va avoir 6 doublements successifs dans la population des centenaires qui doublent tous les 10 ans. Et puis après, vous voyez, et ça permet de comprendre l'inertie finalement de la démographie, il se passe un événement très important, c'est que le tour d'avoir 100 ans, à partir finalement de 2016, c'est autour des classes creuses de 1916 à 1919, c'est-à-dire les classes creuses de la Première Guerre mondiale. C'est leur tour de devenir centenaires. Et vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un déficit majeur des naissances, donc un déficit majeur de la population. Cette population a été largement remplacée du côté masculin par la migration, mais pas tellement du côté féminin. Et donc, on voit effectivement, à partir de 2016, on voit un effondrement des centenaires en France à un tel point qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait pratiquement moitié de centenaires en France qu'en 2016. Mais c'est juste le passage des classes creuses, donc ça dure 5 ans. Et maintenant, tous les gens âgés de 100 ans ou même de 101 ans sont après le passage de ces classes creuses. C'est des gens qui sont nés en 1920. Et donc, et là, vous voyez qu'on est en train de retrouver cette augmentation absolument phénoménale et on est reparti visiblement, pas loin de repartir sur cette progression exponentielle des personnes très âgées. Et donc ça se poursuit. Je vous donne juste un exemple très rapidement. On fait un saut de 10 ans, on regarde chez les personnes âgées de 110 ans et plus en France. Alors là, pour l'instant, il y en a très peu. On est vraiment au début de l'exponentielle. On a, en 2016, on a 33 personnes en France qui sont vivantes, âgées de 110 ans ou plus. Mais si on recule de 10 ans, donc si on regarde en 2006, on voit qu'en 2006, on en a une quinzaine, c'est-à-dire la moitié. Et si on recule encore de 10 ans, on regarde en 96, en 1996, on en a environ 7-8. Et donc là aussi, on est tout à fait au début de l'exponentielle, mais on est sur un rythme d'augmentation des survivants à 110 ans qui double aussi tous les 10 ans. Et avec évidemment toutes ces fluctuations parce qu'il y a des tout petits nombres, mais si rien ne change, on peut s'attendre à avoir dans 10 ans, donc 10 ans, ça sera en 2026, d'avoir à peu près plutôt entre 60 et 65 supercentenaires et 10 ans plus tard, 120. À tel point que dans les projections de population que réalisent les grands instituts de statistiques comme ici l'ONS en Angleterre et vous allez voir dans une seconde l'INSEE en France, les effectifs de population qui sont projetés pour les années qui viennent des centenaires et des supercentenaires sont incroyables. Par exemple, en Angleterre, alors qu'il y a, vous voyez aujourd'hui en 2020, environ 22 000 centenaires, les statisticiens anglais prévoient qu'il y aura 560 000 centenaires qui vont vivre en Angleterre en 2070, dans 50 ans. Ils pensent qu'il y aura même plus de 10 000 personnes âgées de 110 ans ou plus. Alors, les statisticiens français qui sont plus prudents
qui pensent que c'est pas raisonnable, qu'il faut quelque part reposer une limite, que c'est impossible que la longévité continue d'augmenter comme ça, proposent des chiffres moindres, mais ça reste des chiffres absolument colossaux, puisque d'après eux, on passerait de 21 000 centenaires en 2016 à 270 000 centenaires en 2070. C'est moitié moins que la prévision anglaise, mais ça reste, que vous voyez, c'est plus que 10 fois plus de centenaires en 2070, dans 50 ans, qu'aujourd'hui. Alors, cet allongement de la longévité, ça correspond à des décès de plus en plus tardifs. Je ne perds pas de vue qu'on parle des fins de vie. Et donc, voilà ce qui s'est passé avec 3 périodes. Ici, on est en 1900. En 1900, il y a une mortalité infantile et juvénile qui est considérable. Il y a une mortalité prématurée avant l'âge de 65 ans, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, qui est massive, et puis dès l'âge de 20 ans. Et puis, finalement, l'âge le plus fréquent au décès, c'est, je vous dis, entre 70 et 75 ans. En 1980, toujours au moment de la publication de la théorie de la compression de la morbidité, eh ben, on voit qu'on a quand même fortement réduit la mortalité infantile. Il reste une mortalité juvénile, une mortalité prématurée, en particulier masculine avant l'âge de 40 ans, importante, mais clairement, on voit que les âges au décès ont beaucoup augmenté, en particulier du côté des femmes. C'est là que l'écart se creuse, d'ailleurs, en termes d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, mais on voit qu'en 1980, ben, c'est vers 85 ans déjà qu'est l'âge le plus fréquent au décès des femmes. Et puis, on voit comment aujourd'hui, donc là, on a la dernière figure correspond à 2016, on voit que la mortalité infantile a quasiment disparu, qu'il y a pratiquement plus de décès dans un pays comme la France avant l'âge de 30 ans, et que, bien sûr, il reste une mortalité prématurée maintenant qu'on dit avant 70 ans. On le voit, mais on voit bien que le très gros de la mortalité se passe après l'âge de 70 ans, en particulier du côté des femmes, où maintenant l'âge le plus fréquent au décès, et donc la mortalité est concentrée autour de l'âge de 81 ans chez les femmes et 86 ans chez les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces fins de vie qui, globalement, enfin majoritairement, plus que majoritairement, je dirais les 2/3 ou les 3/4 des fins de vie se passent maintenant après 70 ans. Que sait-on de ces faits de vie? En fait, on sait très peu de choses, mais on sait quand même quelque chose parce qu'il y a un article qui est paru en 2010 et qui a réussi un exploit. C'est quelque chose, bon, les démographes, les épidémiologistes qui font tout le temps des études à partir de la naissance rêvent de pouvoir faire des études à partir du décès. Parce qu'en fait, si on s'intéresse à la fin de vie, et si on part à la naissance, ou si on part avec des gens de différents âges, ben, il faut des effectifs absolument énormes et les suivre pendant très longtemps pour voir apparaître un phénomène qui heureusement est rare en population, qui est le décès. Donc, c'est très difficile d'être capable de suivre les gens de façon précise au cours de leur dernière année de vie. Donc là, c'est une étude qui est centrée sur les années de vie, enfin les décès après l'âge de 70 ans. Et donc, Gill et ses collaborateurs ont été capables, en suivant beaucoup d'individus, d'observer à peu près 500 fins de vie qui se sont passées après l'âge de 70 ans. Et pour ces individus, ils les ont contactés, ils les ont vus 12 fois au minimum 12 fois avant leur décès, et ils ont pu prendre une mesure de leur capacité fonctionnelle, de leur niveau d'incapacité en termes d'activité de la vie quotidienne, des ADL, en français on dit les AVQ, les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire c'est vraiment la non-réalisation de ces activités qui est ne pas être capable de s'habiller tout seul, de se laver tout seul, de passer du lit au fauteuil, de manger tout seul. C'est une mesure de l'incapacité sévère, de la dépendance sévère. Donc ici, en fait, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que contrairement à ce qu'on imaginait, enfin les modèles des gériatres en général, c'est-à-dire il y a 2 fins de vie, il y a une fin de vie qui est catastrophique, où c'est un individu en bonne santé et meurt du jour au lendemain, voilà, c'est une catastrophe,
ou bien c'est une fin de vie qui est très très lente et l'individu va mourir tout en douceur, voilà les oppositions qui sont faites, ou bien inversement, mais Marie, ça serait bien meilleur que moi pour parler de ça, les fins de vie heureuses où l'individu est en parfaite santé jusqu'à la veille de sa mort et meurt au cours de la nuit paisiblement dans son lit, ou inversement les fins de vie dramatiques dont effectivement la presse parle beaucoup. Et là, en fait, cette étude donne l'image de 5 grandes trajectoires qui ont vraiment du sens en santé publique parce que ça représente chaque fois entre à peu près 15 et 20% des fins de vie. Donc, ce n'est pas du tout marginal. C'est 5 grandes trajectoires de fin de vie qui, après 70 ans, donc c'est presque tous les fins de vie aujourd'hui, et qui représentent chacune quelque chose qui a vraiment du sens parce que globalement, entre 15 et 20% de ces fins de vie. Alors, dans l'ordre, le premier type de fin de vie, c'est effectivement, ce sont des individus qui meurent soudainement. En fait, les 12 fois où ils ont été vus avant leur décès, donc dans les 12 mois précédant leur décès, ces individus ont déclaré n'avoir strictement aucune incapacité de type AVQ ou ADL. Deuxième trajectoire, ce sont des individus qui, à 3 mois de leur décès, n'avaient strictement aucun problème d'incapacité. C'est juste les 3 derniers mois de la vie où l'incapacité a augmenté de façon catastrophique. Et puis, la troisième trajectoire, c'est des individus qui, 10 mois avant leur décès, n'avaient aucune difficulté. C'est simplement les 10 derniers mois de la vie où, progressivement, l'incapacité est arrivée jusqu'à un niveau très élevé. Quatrième trajectoire, c'est des individus qui, 1 an, alors les gens n'ont pas été suivis plus qu'1 an. La quatrième trajectoire, ce sont des individus qui ont été suivis pendant qui 1 an avant leur fin de vie avaient déjà des incapacités d'un niveau sévère parce qu'ils ont déjà une incapacité. Donc, ça veut dire qu'il y a une des choses que je vous ai citées, comme ils n'étaient pas capables de s'habiller seuls ou de manger seuls ou d'aller aux toilettes seuls. Donc, on est dans de l'incapacité sévère et cette incapacité sévère a augmenté de façon très progressive tout au cours de l'année. Et puis, la dernière trajectoire, ce qui représente à peu près 20% aussi des fins de vie après 70 ans, ce sont des individus qui, pendant au moins une année, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, qui pendant au moins une année ont survécu avec des incapacités d'un niveau très sévère. Et comme là, leur score et des incapacités, il y en a 5 au maximum, leur score d'incapacité, c'est entre 3 et 4, 3,5. Ça veut dire que c'est des gens qui, alors, en gros, ça veut dire la seule liberté, c'est soit ils étaient confinés au lit, soit ils n'étaient pas capables de manger seuls. Vous voyez, c'est la seule chose. Donc, on est vraiment dans le très, très, très sévère. Avec les grilles françaises, c'est des gens qui seraient en GIR 1 de toute façon, au moins pendant 1 an avant de mourir. Alors après, si on s'intéresse à l'âge qu'avaient ces individus qui sont morts après, en moyenne, qui sont morts après l'âge de 70 ans, ceux qui sont morts sans aucune incapacité sont morts à 83 ans en moyenne. Alors que ceux qui sont morts avec cette autre trajectoire sont morts à 82 ans, ceux-là à 84 ans, ceux-là sont morts à 86 ans, c'est-à-dire ceux qui ont eu cette incapacité progressive, et ceux qui ont connu une année d'incapacité très sévère avant de mourir sont morts à un âge beaucoup plus élevé. Et donc, en fait, là, la première chose qu'on voit comme ça, et là c'est vraiment empirique, c'est que finalement, si on veut mourir en bonne santé, il faut mourir jeune, quoi. Ou inversement, si on veut mourir très tard, si on est prêt à mourir très tard, ça va vraisemblablement à des âges très élevés s'accompagner d'une longue période d'incapacité. Donc là, on a vraiment cette étude qui met en évidence qu'il y a un lien très très fort entre mourir jeune mais sans incapacité ou vivre très longtemps et avec des incapacités. Et si on regarde les causes de décès qui ont été déclarées pour ces individus, en fait, pour ceux qui sont morts sans incapacité et un âge jeune, ceux qui avaient sur leur certificat de décès sont morts soit de cancer, soit de décès soudain. Et puis inversement, ceux qui sont morts à un âge très élevé, qui sont morts plutôt à 86 ans, après une longue période d'incapacité, sur leur certificat de décès, ils avaient comme mention fragilité, ceux qui sont morts à 85,7 ans en moyenne, ou démence avancée, démence sévère à 87 ans. Voilà. Et donc, tout ça, ça pose bien la question
cette espèce voilà, quand on va regarder comment se terminent les fins de vie des gens après 70 ans, c'est jusqu'où peut-on augmenter l'espérance de vie. Et là, sur cette question, je vais introduire très vite une autre notion, mais je viens d'en parler, c'est celle de fragilité. En fait, la grande nouveauté dans le champ de la gériatrie et de la gérontologie, c'est l'apparition du concept de fragilité avec la publication de ce papier en 2001, où la fragilité est vue comme une dimension supplémentaire qui n'a rien à voir avec les maladies, avec la comorbidité ou avec l'incapacité, mais quelque chose qui, en absence même de maladie et d'incapacité, se met en place avec l'avancée en âge. Tout simplement, c'est une notion qui est beaucoup plus proche finalement de la biologie, qui est juste une perte des réserves physiologiques qui permet de faire face au stress, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, qu'on rencontre dans la vie. Et donc, en fait, c'est cette notion qui est que les personnes très âgées, indépendamment du nombre de maladies qu'ils ont, indépendamment de leur niveau d'incapacité, deviennent fragiles, perdent des réserves physiologiques qui leur permettent de faire face finalement à tous les stress de la vie. Et donc, il y a différents critères pour le mesurer, comme la perte inintentionnelle de poids, la faiblesse, la perte d'énergie ou d'endurance, la lenteur, faire les choses, avoir un faible niveau d'activité. Et on combine ces 5 critères pour avoir un indicateur de fragilité. Et si on regarde la prévalence de la fragilité au sein de la population, on peut voir que finalement, il y a à peine 5% des gens qui sont fragiles entre 65 et 70 ans. On atteint peut-être 10% des gens qui sont fragiles entre 75 et 80 ans, mais on voit qu'à partir de l'âge de 85 ans, cette fragilité augmente de façon incroyable et que vers 95 ans, à peu près 60% des individus sont fragiles. Alors l'indicateur retient comme fragiles les gens si ils rencontrent 3 de ces critères, c'est-à-dire que sur les 3 critères qui sont indiqués là, les gens sont effectivement ont perdu du poids, marchent très lentement, ont un très faible niveau d'activité. Il faut rencontrer 3 de ces critères pour être considérés comme fragiles. Si vous en rencontrez que 1 ou 2, les gens sont considérés comme pré-fragiles. Et puis sinon, aucun de ces 5 critères, les gens sont considérés comme robustes. Et donc, ce qui veut dire que voilà, les gens fragiles, c'est 60% des gens à 95 ans. On atteint dans les enquêtes de Santerre que nous, on a fait aux 4 coins du monde, à peu près 66%. Si on ajoute les pré-fragiles, on trouve que chez les centenaires, il n'y a que 4% des centenaires qui sont robustes. Le reste, 96% des centenaires sont ou fragiles ou pré-fragiles. Alors, en fait, une fois qu'on a cette notion de fragilité qui se développe dans ces âges très, très élevés, pour ne pas dire des âges extrêmes, on peut revenir rapidement sur la croissance de l'espérance de vie en France et se focaliser sur cette partie. C'est la grande partie c'est la partie récente ou après-guerre, où en fait, l'espérance de vie n'augmente plus de 5 mois par an comme elle le faisait dans la première partie du XXe siècle avec la chute de la mortalité infantile, mais elle augmente de 3 mois par an. C'est devenu une espèce de, je dirais, de marque internationale de la chute de la mortalité dans les pays à faible mortalité. La croissance, l'espérance de vie continue d'augmenter de façon quasi linéaire, sans fluctuation, 2-3 mois par an. C'est dans tous les modèles des actuaires, c'est là-dessus que sont calculées les primes d'assurance. Si vous achetez des assurances vie, c'est pratiquement dans tous les modèles de projection des pays développés. Donc moi, je vais faire un focus sur cette période. Et si on fait un focus sur cette période, là, ce que vous avez en pointillé, c'est des lignes qui vous montrent à quoi correspondrait une augmentation exactement de 3 mois par an d'espérance de vie. Et puis en bleu, ce sont les femmes et en orange, ce sont les hommes. Alors on voit bien qu'en fait, dans les années 50-60, l'augmentation est plus rapide. C'est un rattrapage d'après-guerre. Et puis pour les années les plus récentes, on va dire les années 2000, on voit bien qu'on va plus lentement. Qu'en fait, cette croissance, elle a vraiment parfaite de 3 mois par an. Elle a bien fonctionné en gros de 1960 ou de 1970 aux années 1990. Je vais juste grossir. Et donc, du coup, pour la dernière période, on voit bien, en particulier du côté des femmes, qu'il y a une espèce de plateau, une quasi-stagnation de cette croissance de l'espérance de vie, à tel point que le journal Le Monde, par exemple,
en janvier 2019, en première page, se posait la question de pourquoi l'espérance de vie ne progresse plus de 3 mois par an en France. Et donc, si on rajoute les 2 derniers points qui n'étaient pas disponibles alors, hein, l'espérance de vie voilà, estimée pour 2019 et 2020, avec la chute du Covid. Et donc, si on zoome encore, et je vais terminer très très vite, j'ai plus qu'une dia, si je zoome sur la dernière période, sur la période de 2003, voilà ce que ça donne. Donc ici, on a la canicule de 2003 qui a cassé, qui a été la première cassure dans la période la plus récente, où avec effectivement l'espérance de vie n'a pas augmenté, avec 15 000 décès de plus en 10 jours au mois d'août, suivi d'une augmentation considérable l'année d'après, d'une récupération d'1 an d'espérance de vie. Mais après ça, cette espèce de croissance extrêmement lente, avec un événement qui est passé, en tout cas en 2012, complètement sous silence, c'est l'apparition d'un variant de la grippe qui s'appelle le H3N2, qui fait des victimes chez les plus de 85 ans, et en particulièrement en EHPAD. Il a frappé en 2012 avec une diminution de l'espérance de vie. Il a frappé très fort en 2015, où là, pour la première fois, on a effectivement parlé d'une chute de l'espérance de vie en France. Il est revenu en 2017, 2018, et puis ici, en 2020, nous avons le Covid. Et en fait, on a ici 3 causes de mortalité. On ne les appelle pas des causes de mortalité, pas encore, parce que les causes de mortalité, c'est des maladies. Il s'agit d'une canicule, c'est-à-dire de l'élévation de la température de quelques degrés la nuit, qui ne tue strictement personne, sauf justement des personnes très âgées, fragiles. Il s'agit d'un variant de la grippe qui a été présenté en 2012 comme un variant qu'on n'avait pas à craindre parce qu'il tuait personne, parce que c'est comme ce qu'on croyait, sauf que là, il a rencontré des personnes très âgées, fragiles. Et puis, on a l'expérience du Covid cette année, qui a fait déjà 75 000 morts en France. On dit qu'ils ont tous plus de 65 ans, mais ils ont presque tous plus de 85 ans. Et à nouveau, leur grande caractéristique, c'est d'être des personnes fragiles. Voilà. Et je vous remercie parce que je crois que, voilà, j'ai terminé de votre attention. Laurent, tu reprends la main. Voilà. Merci Jean-Marie. Je laisse tout de suite la parole à Élodie qui va peut-être essayer de résumer toutes les questions qu'il y a eu au fil de ces 2 présentations. Oui, il y a eu pas mal de questions. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être commencer par celle qui a été adressée à Jean-Marie parce qu'on vient de l'entendre, donc on va rester. Mais je vois que Jean-Marie est parti. Peut-être attendre qu'il revienne. Je suis en train d'urgence de brancher en urgence mon ordinateur parce que sans ça, plus de batterie. Alors, je sais pas, tu nous entends? Je t'entends très bien. J'entends voilà, les questions. Je disais justement, j'allais peut-être poser les questions qui t'étaient adressées dans la continuité de ta présentation parce que voilà, on est dedans et on reviendra après sur les questions qui ont été adressées à Marie. Peut-être une question qui était en lien direct avec ta dernière diapo, pour savoir en quelle mesure la crise du Covid-19 va-t-elle impacter la progression de l'espérance de vie et de l'espérance de vie dans les grands âges. Tu viens de nous montrer effectivement là sur la courbe le pic descendant qui correspond au Covid, mais du coup, comment ça va impacter la progression de l'espérance de vie et de l'espérance de vie dans les grands âges? Oui, alors, est-ce qu'actuellement ma présentation est toujours partagée ou pas? Oui. Oui, alors, en fait, quand je vais juste reculer rapidement. Vous voyez ici sur cette figure, vous avez la guerre de 70, et puis vous avez la guerre, le premier pic là, et puis vous avez le deuxième pic qui correspond à la fois à la guerre de 14-18 et à la grande pandémie de 18. Et puis il y a la guerre de 39-45. Et en fait, vous voyez que même quand il y a une crise, mais absolument des crises majeures, ça fait des entailles, c'est-à-dire qu'au moment de la crise, l'espérance de vie s'effondre pendant la durée de la crise, mais après la crise, il y a un rebond, et puis quand on réfléchit en termes de tendance, on voit qu'il n'y a pas d'impact. L'impact de la guerre de 14-18 et même de la grande pandémie de 18 sur l'espérance de vie, sur la tendance de l'espérance de vie, il n'y a pas d'impact. Voilà, momentanément, pour ces années-là, ça a entraîné une augmentation absolument incroyable de l'espérance de vie, mais uniquement pour les années de la crise, et ça n'a pas d'impact sur la tendance à long terme de l'augmentation de l'espérance de vie ou de la chute de la mortalité.
Donc, mais sauf que si avec le Covid, le Covid revient chaque année avec des variants différents et qu'on n'est pas capable d'avoir des vaccins efficaces, etc., ça peut chaque année effectivement entraîner une crise. Alors dans ce cas-là, on sera dans une crise qui ne se termine pas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple jusqu'à présent. On n'a que des exemples de crises. Là, les guerres ont duré 4-5 ans chaque fois. Là, la crise du Covid, on anticipe qu'elle va être réglée en 2-3 ans maximum. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça prendra au maximum une année pour vacciner les populations et les protéger du Covid. Donc, on devrait avoir ce genre de phénomène. Ça ne devrait pas avoir d'impact sur la tendance. Donc, la question, ce n'est pas tellement ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, la mortalité se concentre dans des classes d'âge où les individus, quelque part, ont été capables de survivre, de franchir toutes les étapes. Hein. Les maladies, les grandes maladies, tuaient les gens à 50, 60, 65 ans, 70 ans. Là, les gens vont être de plus en plus capables d'atteindre et d'entrer dans les âges de 90 ans et au-delà. Là, ce qui les caractérise, c'est pas tellement d'être malade, c'est pas d'être à risque de mourir de maladie, c'est juste d'être fragile et d'être du coup emporté par un rien. Moi, je suis désolé, mais je crois que les causes de mortalité aujourd'hui, une élévation de la température de 2 ou 3 degrés la nuit, comme ce qui constitue une canicule, c'est un rien. Je veux dire, si on n'est pas capable de résister à ça, et si ça enclenche, effectivement, ça sert de déclencheur pour faire brûler toutes les maladies chroniques sous-jacentes qui étaient là, mais à bas bruit. Si on n'est pas capable de faire face aux variants H3N2 de la grippe qui ne tuent strictement aucun adulte. Et quand on dit des adultes, là, je parle de gens qui ont moins de 80 ans, quoi. Et pareil pour le Covid. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui… Enfin, pour l'instant, on est dans une espèce de limite, c'est-à-dire que les gens survivent dans des âges où ils deviennent fragiles, mais on ne sait pas réduire cette fragilité aujourd'hui. Et la caractéristique des personnes fragiles, c'est qu'un rien peut les tuer. Mais on ne sait pas ce que va être le prochain rien. Et c'est ça c'est l'exemple que je voulais donner. Hein. Le premier rien, en quelque sorte, ça a été une vague de chaleur. Le deuxième rien, c'est un nouveau variant de la grippe. Le troisième rien, c'est le SARS-CoV-2. Après, on nous annonce avec le réchauffement climatique qu'il y aura de plus en plus de canicules, qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de pollution et puis que ça va dérégler le climat. On aura paradoxalement de plus en plus de périodes de froid, etc. Donc, du coup, on peut avoir de plus en plus d'événements qui sont, entre guillemets, des riens, mais qui vont tuer les personnes fragiles. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va avoir une limite à la croissance de l'espérance de vie. D'ailleurs, on voit bien, on n'a pratiquement pas bougé depuis 2003 en termes d'espérance de vie, depuis qu'on est sorti de cette croissance linéaire tout à fait lisse. D'accord. Alors, il y avait deux autres questions, puis après on prendra aussi des questions pour Marie. Il y avait deux autres questions pour peut-être préciser ou recontextualiser certaines des grandes tendances et des chiffres que tu nous as présentés, notamment, je la lis comme ça, mais il y en a d'autres qui sont un peu sur la même idée. Quid de l'espérance de vie liée aux inégalités des offres de soins dans les secteurs ruraux et des zones urbaines? Et puis, il y avait une question aussi sur la question de la prise en considération dans ces chiffres aussi, des différences entre les catégories sociales. Et est-ce que, voilà, comment est-ce que ça se traduit dans les chiffres que tu nous as présentés, dans ces tendances-là, en fonction qu'on a accès ou pas à des offres de soins en fonction du secteur rural ou rural, ou en fonction de sa catégorie sociale? Alors, en fait, là, bon, ma présentation était sur la grande longévité, ou c'est sur les valeurs extrêmes. Et du coup, il n'y a pas de, je ne sais pas comment dire, c'est compliqué. D'abord, on est vite sur des petits nombres. On est vite sur des petits nombres, même si aujourd'hui il y a 27 000 centenaires en France. Les centenaires, c'est des gens âgés de 100 à 110 ans. Donc ça implique
finalement une dizaine de générations. Il y a 800 000 personnes par génération en France, donc ça veut dire que la population correspondante, c'est 8 millions de personnes. Donc 27 000 personnes survivant sur 8 millions, c'est une sélection absolument incroyable. C'est un tout petit nombre finalement. Ce qui veut dire qu'on n'est pas encore capable d'aller mesurer des régularités, comme par exemple, on a plus de chances d'être centenaire si on provient de telle région, de tel groupe social, etc. L'inégalité de santé qui est massif, c'est quelque chose qu'on observe aux âges jeunes, c'est quelque chose qu'on observe par rapport à la mortalité et pas tellement par rapport à la longévité, et qu'on observe surtout par rapport à la mortalité prématurée. Effectivement, là, on peut mesurer là où la mortalité est faible, c'est-à-dire entre 50 et 70 ans, on peut mesurer qu'elle est 2 fois plus importante, par exemple, dans les catégories défavorisées par rapport aux catégories les plus favorisées. C'est vraiment là qu'on peut aller mesurer l'inégalité sociale. Par contre, pour l'instant, c'est très difficile d'aller mesurer une inégalité sociale en termes de longévité, des chances de survivre très longtemps. Par contre, il y a un certain nombre, en France, je ne sais pas si on l'a fait, il me semble que oui. Si, l'INSEE l'a fait. En France, comme aux États-Unis, il a été possible de calculer l'espérance de vie en fonction des revenus ou du capital, je ne sais pas, d'un critère financier. Et du coup, mais de le faire à un niveau très, très détaillé à partir des registres de population. Je crois que c'est depuis que, enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est avec les nouvelles techniques de recensement qui ont été fusionnées avec les fichiers du ministère des Finances, si bien qu'on n'est pas limité, on n'est pas obligé de faire des regroupements. Et donc là, il y a des calculs qui montrent quelle est l'espérance de vie pour les 100, pour le pourcent le plus pauvre de France. Vous voyez, les gens sont classés en le pourcent le plus pauvre, et puis à l'opposé, le pourcent le plus riche. Et là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie va varier de façon considérable entre le plus pauvre et le plus riche. La plus grande variation, elle se passe au niveau des 10-20% les plus pauvres. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est dans le plus pauvre des plus pauvres, là, le centième le plus pauvre, qu'on a une espérance de vie qui est de 40 ans comme au Moyen-Âge en France. Et puis, dès qu'on a un peu de richesse qui commence, on va être dans les 10-15% les moins pauvres, si je puis dire. À ce moment-là, c'est là que l'augmentation est la plus forte. Mais après, il y aura toujours une augmentation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une espérance de vie de 85 ans en moyenne chez les Français, chez les Françaises. Mais si on regarde du côté des 95, 96, 97, 98, 99, puisqu'on approche juste là, en termes de centièmes, ça augmente très progressivement. Et on voit qu'on atteint des valeurs d'espérance de vie de 88 ans, 89 ans. C'est-à-dire que si tout le monde, en théorie, si tout le monde était aussi riche et donc bénéficiait de tout ce qui va avec cette richesse, hein, l'indicateur, l'entrée, c'est la richesse, si tout le monde était aussi riche que le pourcent des plus riches en France, on devrait vivre plutôt 88 ou 89 ans que 85 ans. Donc oui, il y a comme ça, il y a à l'évidence, il y a une action, il y a un impact des facteurs sociaux. C'est sûr que plus on se rapprochera de ces plus riches, je dirais, plus la société française va s'enrichir de tout point de vue, plus il y a les raisons de penser qu'on vivra de plus en plus longtemps. Ok, merci. Alors, je vois que le temps passe vite, donc je vais revenir sur des questions. Désolée pour ceux qui ont posé des questions qui n'auraient pas pu être, que j'aurais pas pu relayer. Je vais revenir sur une question qui a été adressée à Marie sous 2 formes. Donc, je vais te lire, Marie, les deux questions qui sont un peu, il me semble, autour du même thème. Alors, je la lis telle quelle. Quelles seraient, selon vous, les conditions de possibilité d'un déploiement de politique publique de care en fin de vie, si l'on n'ose pas aborder un nécessaire débat aujourd'hui qui est tristement posé de manière dualiste et idéologique? Autrement dit, la question des moyens est centrale, mais elle ne remplace pas une mise en débat des réponses à apporter aux situations de fin d'existence terriblement difficiles pour les personnes concernées. Et une autre question un petit peu peut-être qui va dans le même sens, ou en tout cas qui porte sur aussi cette question des moyens que tu as très bien
développé. Est-ce que la question des moyens permettait vraiment d'évacuer les oppositions, entre guillemets, caricaturales entre soins palliatifs et euthanasie? D'accord. Merci Elodie et merci aux personnes qui ont posé des questions. Alors, j'ai peut-être pas été assez claire, hein, ma volonté n'était pas du tout de substituer la question des moyens et d'évacuer en la mettant au premier plan les questions que j'ai un peu abordées précédemment, notamment dans mon commentaire sur la notion d'accompagnement. Hein, c'est plutôt, à mon avis, qu'il faut ajouter. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que, alors je ne sais pas exactement à quoi il est fait allusion en évoquant la terrible difficulté de certaines situations de fin de vie, mais moi, ce que ça m'évoque immédiatement, c'est un témoignage qui a été publié par une journaliste du Monde qui s'appelle Catherine Vincent, je pense il y a 2 ans, sur la fin de vie de sa mère, où elle avait fait effectivement un très long et très substantiel récit de la fin de vie de sa mère. Et en fait, j'y pense et je l'évoque parce que il montre bien que les questions justement de moyens ne sont pas du tout disjointes et ne sont pas du tout à mettre de côté quand on considère l'extrême difficulté de certaines situations. Alors si c'est des questions effectivement si la personne en posant cette question pensait à des situations de précarité, je sais pas, mais même dans des situations on va dire de non précarité comme celle qui était relatée dans cet article, elle montrait très bien toute la difficulté qu'elle a eue à contacter des médecins, à contacter des associations. On était au mois de juillet, enfin voilà, des petites difficultés extrêmement pratico-pratiques, mais qui renvoyaient bien à cette inorganisation du care dans toutes ses composantes, privées, publiques, associatives, et qui, à mon avis, ne sont pas indépendantes de la question des moyens. Donc voilà, pour me résumer, il ne s'agit pas de substituer une dimension du questionnement à une autre, mais plutôt de les traiter toutes les deux, d'autant qu'à mon avis, elles ont des points de connexion et je pense effectivement qu'il reste par-delà l'apparent consensus, donc, ou en tout cas un consensus cultivé autour de la notion d'accompagnement, eh bien, la question du geste létal, que ce soit à domicile ou dans les institutions hospitalières, qui constitue effectivement un point de tension éthique non résolu et qui, de toute façon, à mon avis, n'est pas facile à résoudre. Parce que, alors, après, voilà, chacun a ses convictions personnelles sur la question, mais au-delà des convictions personnelles, quand j'avais travaillé sur l'idée de valeur de la vie dans les situations de fin de vie au début des années 2000 et dans le livre que j'ai publié à ce sujet, en fait, ce que j'avais essayé de mettre en évidence, c'est que on ne peut pas éthiquement, à mon sens, réfléchir sur la demande d'aide active à mourir qui est adressée par un patient à une équipe de soins par analogie avec la situation du suicide, où on demanderait juste une aide au suicide. Là, il me semble qu'il y a effectivement dans la demande telle qu'elle est adressée et dans la réponse qui pourrait lui être apportée, quelque chose qui se noue de l'ordre de la relation. Et à ce moment-là, c'est la relation qu'on va appréhender sur le plan éthique et pas seulement le geste de quelqu'un qui se donne la mort. Donc, et quand on aborde la question de la relation et du sens qu'elle peut avoir dans une institution public, eh ben je pense que ça complique un petit peu les choses sur le plan éthique et on voit bien comment finalement aujourd'hui, peut-être par différence avec un débat au début des années 80 qui opposait ceux disant pas du tout, l'euthanasie est une transgression morale quoi qu'il arrive, versus ceux qui revendiquaient un droit de mourir, le droit d'une mort choisie. Aujourd'hui, en fait, les choses n'ont pas tellement changé, je trouve, dans cette dichotomie, mais elle est exprimée différemment. Par exemple, dans le livre que j'ai évoqué, qui a été publié, je crois, en 2015 par Véronique Fournier, elle fait du geste létal, enfin le fait d'aider, en fait, de répondre positivement à une demande d'aide active à mourir, une forme d'accompagnement. Et ça serait à ça qu'aujourd'hui s'opposeraient ceux qui percevraient le geste létal, enfin le fait d'aider à un geste létal comme une forme de transgression. Mais c'est sous le chapeau de l'accompagnement, en fait, que c'est abordé, en fait, comme deux versants un peu antithétiques de l'accompagnement.
Ouais, merci, c'est particulièrement clair d'avoir de poser ces questions-là, puis à travers le prisme de ce concept d'accompagnement. Il y a une demande aussi pour une précision justement de concept aussi que j'ai envie de te poser, même s'il va falloir qu'on termine, et c'est un peu frustrant parce qu'il y avait quand même encore pas mal de questions. Mais peut-être, il me semble que c'est important de revenir sur la distinction, c'est peut-être pas facile de le faire de manière rapide, mais sur la distinction entre l'éthique de la sollicitude et l'éthique du care, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle sur ces deux notions-là. Oui, bon, en 30 secondes. Donc, alors, d'abord, en fait, pour essayer de situer les choses brièvement, on va dire que ce qu'on va désigner aujourd'hui par les éthiques de la sollicitude, ça peut être deux choses. Ça peut être effectivement des éthiques qui vont renvoyer dans la philosophie française à des auteurs comme Lévinas, comme Ricoeur, comme aujourd'hui de façon contemporaine Jean-Philippe Pierron, et qui vont insister sur la vulnérabilité d'autrui et le fait que l'éthique s'adresse d'abord à l'être vulnérable dans la personne d'autrui. Donc une tradition philosophique, je dirais, voilà, d'inspiration phénoménologique. Et puis l'éthique dite de la sollicitude, sous la plume de Fabienne Brugère, par exemple, une philosophe politique contemporaine, elle va, c'est le mot qu'elle a choisi pour traduire la notion de care, en fait. Donc, elle est très proche de l'éthique du care, telle que je l'ai rappelée aujourd'hui, de Joan Tronto, mais elle a pris le parti de revendiquer cette catégorie de sollicitude. L'éthique du care, telle que je l'ai appelée et telle que je n'ai pas traduit le terme de care, va, voilà, en partie, à mon avis, avoir des zones de chevauchement avec ces éthiques du soin ou de la sollicitude ou de la vulnérabilité, mais elles ont tout un pendant qui les positionne plutôt en rupture en fait avec ces éthiques de la vulnérabilité. Un pendant qui va s'exprimer à la fois dans des formes de positionnement politique, dans la critique de la sollicitude comme disposition morale notamment. Et donc l'idée qu'il faut au contraire creuser les aspects organisationnels, les aspects relationnels et les aspects politiques. Bon là je vais à la serpe, hein. Voilà, mais pour résumer, je pense qu'il y a des zones de chevauchement et que les choix de traduction ou de non-traduction en français les expriment très bien et ont d'ailleurs été extrêmement bien explicités par les personnes comme Fabienne Brugère ou Sandra Logier ou Patricia Paperman et Pascal Molinier qui les ont, voilà, qui les ont travaillés dans leurs publications.